J'ai regardé ma femme battre notre fils monstrueux et je ne suis pas intervenu, parce que je savais que cela sauverait notre fille, mais mon petit-fils a peut-être terminé le travail. Avertissement, c'est très long. Je m'en excuse, mais c'est extrêmement difficile pour moi et je porte ce fardeau depuis de nombreuses années. Sur la recommandation de mon thérapeute, j'ai tout écrit pour essayer de comprendre ce que je ressens à ce sujet. Il ne m'a évidemment pas conseillé de le publier sur Reddit, mais j'ai du mal à vivre avec ça depuis longtemps, et j'ai besoin d'entendre l'avis d'autres personnes. Je ne sais toujours pas ce que j'en pense, même après toutes ces années, mais je me soumets au jugement du public. Je sais que j'ai eu tort dans certaines choses, probablement dans beaucoup. J'ai essayé de faire de mon mieux. Mon fils avait énormément de problèmes, vraiment beaucoup. Si vous avez vu le film We Need to Talk About Kevin, cela vous aidera à comprendre ce que je veux dire, parce que, je le jure, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression de regarder un documentaire sur ma propre vie. J'ai eu l'impression que le scénariste avait installé des caméras cachées chez moi, c'était à ce point précis. La seule différence, c'est que dans le film, le garçon semble normal aux yeux de son père et ne montre sa véritable nature qu'à sa mère. Dans le cas de mon fils, il n'avait pas ce masque. Son comportement fou était le même avec tout le monde. Dès le jour de sa naissance, mon fils est sorti, détraqué. C'était un enfant voulu, ma femme et moi avions essayé d'avoir un bébé et nous étions euphoriques à sa naissance. C'était un enfant désiré, aimé. Nous l'avons couvert d'affection et avons vraiment essayé de lui offrir une enfance heureuse. Mais dès le jour où nous l'avons ramené de l'hôpital, il a été misérable. Il a pleuré pendant 13 mois d'affilée. Je n'exagère pas, 13 mois sans interruption, pleurant jusqu'à en perdre la voix, et il continuait à pleurer. Son petit visage se crispait, et aucun son n'en sortait, complètement enroué. Il y a eu des moments où il pleurait littéralement dans son sommeil, je n'ai jamais vu ni entendu parler d'un autre enfant capable de faire ça. Nous l'avons emmené voir des médecins, des spécialistes, essayer de changer son alimentation, de le bercer, de lui mettre de la musique, des mobiles, des jouets, tout ce que nous pouvions imaginer. Rien ne fonctionnait. 13 mois d'enfer épuisant, sans sommeil. Quand cette phase de pleurs s'est enfin terminée, nous avons cru avoir passé le pire. Mais très vite, il est apparu que, pour une raison inconnue, il était en colère d'être en vie. Je n'ai jamais vu ce garçon sourire avec une joie véritable pendant tout le temps où je l'ai connu. Je l'ai vu faire d'horribles grimaces tordues à de nombreuses reprises, prenant un plaisir malsain à faire souffrir, à transgresser, à blesser, mais un sourire sincère devant quelque chose de beau ou de joyeux. Non, jamais, pas une seule fois. Rien de positif ne l'intéressait, il était animé par la haine, et tout ce qu'il faisait allait dans ce sens. Dès qu'il a su marcher, sa mission dans la vie a été de détruire. Il cassait, ou essayait de casser, tout ce qu'il pouvait atteindre. Il frappait, mordait, jetait dans les toilettes, peu importe. Puis il a appris à retirer sa couche et a pris plaisir à déféquer ou uriner partout où il le pouvait. Ensuite, il a compris comment le cacher, et il a commencé à le faire dans des endroits où nous ne le trouverions pas tout de suite, ce qui rendait le nettoyage plus difficile et faisait empester la maison. Plus tard, entre 9 et 15 ans, il urinait et déféquait sur notre lit. Nous avons dû mettre une serrure sur la porte de notre chambre pour l'empêcher d'entrer, alors, il a commencé à déféquer dans le couloir, juste devant notre porte. Cette guerre biologique a commencé vers 2 ans et demi, et il n'en est jamais sorti. Je vais essayer de résumer, parce que je pourrais en parler pendant des jours, mais en grandissant, il est devenu incontrôlable. Il mordait, donnait des coups de pied, hurlait, griffait et crachait sur quiconque essayait d'interagir avec lui. Il a été renvoyé de l'école 2 fois avant l'âge de 9 ans, puis réadmis et expulsé de nouveau, cette fois définitivement. Il a dû changer d'établissement. Dans la nouvelle école, ils l'ont placé dans une classe spéciale, séparée des autres élèves. Nous avons dû mettre une serrure sur la cuisine, car il volait des couteaux pour graver les murs, les meubles ou poursuivre des gens. À 10 ans, il m'a poignardé assez violemment à la hanche et à la fesse, j'en garde encore les cicatrices. En grandissant, il est devenu encore plus sombre. Il a commencé à mettre le feu à des choses et à torturer des animaux. Il y avait un chien errant qui traînait dans le parc près de chez nous, mon fils l'a rendu aveugle d'un œil avec une fourchette à barbecue. Il trempait les queues des chats dans l'essence et y mettait le feu. Il est devenu une bête violente, puante et cruelle qui vivait sous notre toit. Nous ne pouvions rien faire de lui. Et avant qu'on ne me bombarde de messages, oui, ce garçon a eu un suivi. Il voyait un psychiatre 2 fois par semaine et a pris Dieu sait combien de médicaments différents au fil des années, rien n'a marché. Ni la thérapie, ni les médicaments, rien. Il était comme un nuage toxique de haine et de rage qui attaquait tout ce qui l'approchait. Quand mon fils a eu 16 ans, ma femme est retombée enceinte. Je ne peux pas décrire la différence de réaction. Au lieu de la joie, c'était l'horreur. Cette grossesse n'était pas prévue, et nous ne savions vraiment pas quoi faire. Notre fils avait été un cauchemar sans fin pendant 16 ans, nous ne pouvions pas imaginer recommencer. Nous avons longuement parlé d'avorter, mais à l'époque, l'accès à l'avortement n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui, et ma femme y était farouchement opposée. Nous avons envisagé plusieurs options. Finalement, nous avons décidé qu'elle mènerait la grossesse à terme, et que si le bébé s'avérait mauvais, nous le confierions à l'adoption. Nous savions que nous ne pourrions pas revivre la même chose.
Nous avons eu une fille. Elle était normale. Soudain, nous avons compris à quoi notre vie aurait dû ressembler depuis toujours, ce que cela aurait pu être si notre fils n'avait pas été ce qu'il était. Elle riait. Elle tétait sans mordre. Elle n'avait pas encore de dents, bien sûr, mais on voyait qu'elle essayait simplement de se nourrir, pas d'arracher le sein de sa mère. À 4 mois, elle dormait toute la nuit. Elle était heureuse, elle était normale. Je ne peux pas décrire le soulagement et la joie que nous avons ressentis, je n'ai pas de mots pour cela. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à me détacher de mon fils. Jusqu'à ce moment, malgré toutes mes erreurs, j'avais toujours essayé de faire ce qu'il fallait pour lui, j'en suis sûr. J'ai essayé de l'aider, de l'aimer, de prendre soin de lui, j'ai vraiment essayé. Mais quand notre fille est née, ma femme et moi nous sommes instinctivement tournés vers elle. Elle est devenue notre centre, non par malveillance, mais parce que c'était si facile. Elle était si joyeuse, si douce, chaque moment avec elle était magique. Je sais que c'était mal, mais honnêtement, nous ne pouvions pas faire autrement. Je n'ai pas de meilleure explication que cela. Mon fils ne s'est pas du tout soucié de la grossesse de sa mère, je ne sais même pas s'il l'a comprise, mais quand nous avons ramené notre fille à la maison, il a commencé à se comporter encore pire. Je ne pensais pas que c'était possible, mais il a atteint un nouveau niveau. À ce moment-là, il avait 17 ans, et nous avions des disputes explosives tous les jours. Souvent, après une dispute, il quittait la maison en claquant la porte et disparaissait pendant des heures, voire revenait le lendemain matin. C'était un soulagement. J'en étais venu à attendre ces disputes, car elles l'éloignaient de nous pendant un temps. Après la naissance de notre fille, ma relation avec mon fils s'était pratiquement désintégrée. Nos seules interactions réelles étaient des cris. Ma femme allait encore plus mal que moi avec lui, elle n'avait plus rien à donner. À ce stade, si notre fils entrait dans la même pièce qu'elle, elle arrêtait immédiatement ce qu'elle faisait et se mettait à hurler « Va-t'en ! Dehors ! Sors d'ici, bon sang !» jusqu'à ce qu'il parte. Il a commencé à passer de plus en plus de temps dehors, ce qui était une bénédiction pour nous. Je n'ai aucune idée de ce qu'il faisait dehors, mais nous étions heureux qu'il ne le fasse pas à la maison. À cause du comportement de notre fils, nous avions beaucoup investi dans les serrures à l'intérieur de la maison. Toutes les portes intérieures bon marché et fines avaient été remplacées par des portes en bois épaisses et solides, impossibles à défoncer, et équipées de serrures à clés. Ma femme et moi gardions les clés sur nous. Je sais que cela peut sembler extrême, mais les serrures et les portes renforcées étaient la meilleure façon que nous avions trouvée pour créer des espaces sur loin de lui. Et encore une fois, avant que l'on me submerge de messages, non, nous n'enfermions pas notre fils comme un prisonnier. Il avait toute liberté de se déplacer dans la maison, d'entrer et de sortir comme il le voulait. C'était nous qui nous enfermions dans des pièces pour nous protéger de lui. En réalité, nous étions les prisonniers de notre propre maison. Le jour en question, j'avais eu une dispute avec mon fils dans la matinée, et il avait quitté la maison furieux. Ma femme et moi profitions d'un peu de calme dans la cuisine pendant que notre fille faisait la sieste dans notre chambre. Puis elle s'est mise à pleurer. Tous les parents de jeunes enfants peuvent vous dire qu'avec le temps, on apprend à reconnaître les pleurs d'un bébé. Ils pleurent différemment selon qu'ils ont faim, qu'ils ont besoin d'être changés ou qu'ils veulent simplement être pris dans les bras. Les bébés savent très bien communiquer, même avant de savoir parler. Mais ce cri-là, ce n'était rien de tout ça. C'était un cri de terreur. Dès que nous l'avons entendu, ma femme et moi avons bondi de nos chaises et couru jusqu'à la chambre. La porte, évidemment, était verrouillée, et il nous a fallu quelques secondes pour trouver la bonne clé et l'ouvrir. Mon fils était dans la pièce, nous vivions dans une maison de plein pied, et cet enfoiré avait grimpé par la fenêtre pour l'atteindre. Il se tenait à côté du berceau, un couteau à steak à la main. Je n'ai aucune idée d'où il l'avait eu, ce n'était pas l'un des nôtres. Nous comptions nos couteaux très soigneusement et les gardions sous clé. Je pense qu'il l'avait volé dans une maison voisine. Il l'avait déjà coupé 2 fois, une entaille près de l'abdomen et une autre sur le bras. Je voyais le sang couler. Quand je suis entré dans la chambre, il passait le dos du couteau sur son petit visage, sans la couper, presque en la chatouillant, la narguant pendant qu'elle hurlait. Il nous a regardés et a souri. Avant même que je puisse réfléchir à ce que je faisais, j'étais déjà en train de bouger, courant pour m'interposer entre eux. Je n'ai pas pensé, j'ai juste agi par instinct. Pourtant, ma femme est arrivée avant moi. C'était comme un film en accéléré. Elle a atteint notre fils, a frappé sa main pour faire voler le couteau à travers la pièce, puis l'a poussé de toutes ses forces, si fort qu'il a traversé la pièce et rebondi contre le mur. J'ai pris notre fille dans mes bras et je l'ai serrée contre moi, tandis que ma femme se plaçait entre nous et lui. Je la voyais trembler, presque convulsée. Je me souviens de l'odeur dans la pièce, du son des hurlements de ma fille, du visage de mon fils alors qu'il se tenait là. Il ne ressentait rien du tout, vide, mort à l'intérieur. Il n'y avait rien dans ses yeux, aucune émotion. Il me paraissait étranger, inhumain. J'ai vu ma femme faire un pas vers lui. J'aurais pu l'arrêter, mais je ne l'ai pas fait. Elle a fait un autre pas, s'est approchée très près de lui. J'aurais pu l'arrêter encore une fois, mais je ne l'ai pas fait. Elle a attendu, l'a regardé pendant 3 à 5 secondes sans bouger, puis lui a donné un coup de poing en plein visage. Jusqu'à présent, vous avez peut-être imaginé ma femme comme une femme typique, frêle, délicate, fragile, mais elle ne l'est pas. Ma femme a peut-être une petite stature,
mais il n'y a rien de délicat ni de fragile chez elle, elle ne l'a jamais été depuis que je la connais. Depuis son adolescence, ma femme faisait de la boxe. Les arts martiaux mixtes n'existaient pas encore à l'époque, mais le karaté et la boxe étaient populaires, et elle était une boxeuse amateur avec un grand V, très talentueuse. Elle pesait environ 60 kilos, avait beaucoup de muscles et savait frapper. À l'époque, je pesais plus de 30 kilos de plus qu'elle, et je n'ai aucun doute que, dans un vrai combat entre nous deux, elle m'aurait mis au tapis sans effort. Aucun de nous deux n'avait jamais levé la main sur notre fils par colère auparavant, mais ce jour-là, quelque chose s'est brisé en elle, et toutes les années de colère, de douleur, de tristesse et de frustration ont explosé d'un coup. Quand elle l'a frappé, sa tête est partie en arrière, et le sang a commencé à couler de son nez. Il a à peine réagi, il l'a juste regardé avec une expression de surprise, comme s'il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. Elle a attendu une seconde, puis l'a frappé à nouveau. J'aurais pu l'arrêter, la tirer hors de la pièce, la calmer, mais je ne l'ai pas fait. Je suis resté là à la regarder pendant qu'elle commençait à le démonter, méthodiquement. Chaque fois qu'il levait les mains pour protéger une partie de son corps, elle frappait une autre, le corps, la tête, le corps, la tête, encore et encore. Il a commencé à hurler, à pleurer, à la supplier d'arrêter. C'était la réaction la plus sincère que je lui ai jamais vu avoir de toute sa vie. Mais elle n'a pas arrêté. Je la regardais frapper plus fort, plus vite, travaillant sur lui comme sur un sac de frappe. Il a essayé de la frapper, mais elle esquivait facilement. Elle était en pilote automatique, entièrement dans sa formation. Je suis resté là à regarder pendant environ 1 minute. Puis je me suis retourné et j'ai emmené ma fille hors de la pièce. Je l'ai portée jusqu'à la cuisine et je l'ai lavée dans l'évier. J'ai découvert qu'il lui avait fait une 3e coupure, sur la plante du pied. Toutes les plaies étaient superficielles. Je l'ai nettoyée et je l'ai tenue dans mes bras jusqu'à ce qu'elle se calme. J'ai mis du polysporin et des pansements sur ses blessures. Depuis notre chambre, j'entendais mon fils hurler, traiter ma femme de tous les noms, lui dire qu'il allait lui couper la tête et violer son cadavre. Après un moment, je n'ai plus rien entendu, plus un mot, plus un cri. J'ai supposé qu'il avait perdu connaissance, mais j'entendais encore ma femme le frapper. Ça a duré longtemps, assez longtemps pour que ma fille s'endorme dans mes bras. Je suis simplement resté assis à la table de la cuisine, attendant qu'elle ait fini. Finalement, elle est sortie et s'est assise en face de moi. Ses mains étaient enflées et rouges, son visage et ses bras étaient éclaboussés de sang. Sa respiration était saccadée. Nous nous sommes regardés sans rien dire. Au bout d'un moment, j'ai demandé « Il est mort ?» Elle m'a regardé et a répondu « J'espère bien ». J'ai hoché la tête. C'est tout ce qui a été dit à ce sujet. Je comprenais exactement ce qu'elle ressentait, je ressentais la même chose. Je ne savais pas quoi faire, alors nous sommes simplement restés là, en silence. Au bout d'un moment, ma femme s'est mise à pleurer et est allée prendre une douche. Je suis resté là, tenant notre fille. Après un bon moment, j'ai entendu des gémissements et des sanglots venant de notre chambre. Il s'est avéré que notre fils n'était pas mort. Je suis allé voir dans quel état il était, et c'était terrible. Je n'ai jamais vu un passage à tabac aussi impitoyable, avant ou depuis. Il était allongé par terre, se tordant, le visage couvert de sang, dans une flaque de vomi. Son nez était complètement écrasé d'un côté du visage, ses 2 yeux gonflés à bloc et déjà noirs. J'ai vu 2 doigts pliés à des angles étranges, et il s'était uriné dessus. Je crois qu'il lui manquait des dents, mais je n'en ai vu aucune par terre, et je ne pouvais pas voir dans sa bouche, ses lèvres étaient gonflées et difformes. En parlant ensuite avec ma femme, j'ai appris qu'elle avait frappé chaque partie de son corps, en se concentrant surtout sur ses jambes. Elle m'a dit qu'elle lui avait donné des coups de pied à l'entrejambe encore et encore jusqu'à ce que ses propres jambes soient épuisées, et qu'elle avait continué à le frapper bien après qu'il ait perdu connaissance. Quand ma femme est sortie de la douche, je ne savais toujours pas quoi faire de notre fils. Je ne savais pas s'il fallait appeler la police ou une ambulance, ou le conduire moi-même à l'hôpital. Honnêtement, je n'en avais aucune idée. Au bout d'un moment, j'ai réalisé que je m'en fichais complètement de ce qu'il allait devenir, et nous avons décidé de le laisser vivre ou mourir tout seul. Il y avait un appartement indépendant au sous-sol que nous n'utilisions presque jamais, et ma femme, ma fille et moi avons emménagé là-bas. Nous avons simplement cédé l'étage de la maison à notre fils et tout verrouillé, séparant complètement nos vies. Il y avait assez de nourriture dans les placards de l'étage pour quelques semaines ou plus, et il avait une salle de bain et des chambres. Nous avions une salle de bain au sous-sol, une petite cuisine et une entrée séparées, alors nous avons tout simplement arrêté d'aller en haut. Nous avions décidé que nous ne voulions plus rien savoir de lui. Je me disais que nous le laisserions manger tout ce qu'il restait et on verrait ce qui arriverait. Pendant la semaine suivante, on pouvait parfois l'entendre bouger à l'étage. Je pense qu'il a passé la plupart du temps à rester allongé au lit pour récupérer. J'allais au travail, laissant en alerte au cas où il essaierait de m'embusquer dans l'allée, mais il ne l'a jamais fait. Ma femme est restée à la maison avec notre fille. Nous ne l'avons jamais quitté des yeux. Une nuit, nous l'avons entendu complètement hors de lui, casser des choses et frapper partout. Nous n'avons pas répondu, mais il n'a jamais essayé de descendre ou de nous approcher. Je pense qu'il avait peur que s'il venait près, ma femme finirait ce qu'elle avait commencé. Après 3 semaines au sous-sol,
nous n'avions rien entendu de l'étage pendant plusieurs jours, alors je suis monté. L'endroit était détruit, et il n'y avait aucune trace de mon fils, il avait disparu. Il a fallu des mois pour réparer les dégâts qu'il avait causés et rendre l'étage principal à la normale. Il y avait de la nourriture et des excréments étalés sur les murs, du verre brisé par terre, de grands trous dans les murs, il avait tout saccagé. Il a arraché le linoléum dans un coin de la cuisine et vidé un extincteur à mousse dans tout le salon. Je suis reconnaissant qu'il n'ait pas mis le feu à la maison alors que nous y étions, honnêtement, je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait. Ce garçon n'avait jamais hésité à allumer des choses. Après ça, j'ai vécu chaque jour dans la peur qu'il revienne, qu'il nous embusque et essaie de nous tuer. Nous avons déménagé dans une autre maison environ 3 ans plus tard, et j'ai enfin cessé d'avoir peur qu'il réapparaisse, puisqu'il ne savait plus où nous étions. Pour la première fois, je me suis senti en sécurité par rapport à lui. Tout cela s'est passé il y a longtemps. Mon fils est né au printemps 1971, ma fille est née en 1988. Je suis un vieil homme maintenant, j'aurai 70 ans cette année, et ma femme est morte d'un cancer en 2016. Ma fille a maintenant 31 ans, je suis allé vivre chez elle et son mari après le décès de ma femme. J'ai 2 petites filles et elles sont la joie de ma vie. Je vois un thérapeute quelques fois par mois pour parler de tout ça. Je ne sais pas où est mon fils. La dernière fois que je l'ai vu, il était allongé sur le sol de notre chambre, en sang et battu à mort. Je n'ai rien su de lui depuis son départ, plus de 30 ans, et je ne veux rien savoir. Je porte beaucoup de culpabilité de cette époque, et des émotions contradictoires. Je ne l'ai pas frappé moi-même, mais j'ai permis qu'on le tabasse, et je pensais qu'il le méritait. J'étais content que ça arrive. Je n'ai pas essayé de le tuer, mais j'aurais été satisfait s'il était mort. Je dirais quand même que j'espère qu'il a réussi à surmonter ses démons et à mener une vie normale quelque part. S'il ne l'a pas fait, s'il est resté tel qu'il était, alors j'espère honnêtement que quelqu'un l'a tué. Tel que je le connaissais, c'était un chien enragé, et dans tous les cas, j'espère juste qu'il n'est plus là dehors en train de blesser quelqu'un. Eddie. Ma femme était, sans aucun doute, une femme incroyable, la plus forte et la plus belle que j'ai jamais connue. Je lui dirai que vous approuvez cela, même si elle n'est plus avec nous. Je lui parle encore souvent. Bien sûr que je sais son nom, c'est moi qui le lui ai donné, c'était le nom de mon père. Vous avez raison, peut-être que je pourrais retrouver une trace de lui, mais honnêtement je ne pense pas le faire. Je ne vois aucun bien que cela pourrait apporter à ma vie. Soit je découvrirai qu'il est mort, et je ne ressentirai rien, soit qu'il est en prison pour avoir blessé quelqu'un, et alors je passerai le restant de mes jours à regretter de ne pas avoir fini le travail quand il était à mes pieds. À ce moment-là, j'ai pensé à mettre un oreiller sur son visage et à en finir, mais je ne l'ai pas fait. Je me détesterais si je découvrais que mon choix avait causé à une autre pauvre âme de souffrir à cause de sa folie. Commentaire. Si votre fils était blanc, environ 1,73 m, 5 minutes 8 secondes, mince, aux yeux bleu-vert, cheveux bruns foncés, et avec une cicatrice sur la main gauche causée par ses propres dents lors d'une mise à l'épreuve, alors je pourrais être votre petit-fils. Mon père est né au printemps 1971. Il disait n'avoir aucun parent et prétendait avoir été une personne cruelle et horrible jusqu'à la dernière seconde de sa vie. Je posterai probablement cette histoire dans le même subreddit après le travail. Mais pour faire court, j'ai enduré tout ce qu'il m'a fait pendant les 8 années où j'ai été forcé de vivre avec lui. Je l'ai vu tuer des chats et des chiens. Il m'a brûlé les cheveux plusieurs fois parce qu'il aimait l'odeur. J'ai plusieurs cicatrices causées par son usage d'un couteau comme outil de correction. Je vous serais reconnaissant de m'envoyer un message privé pour voir si vous êtes réellement mon grand-père, ou si 2 personnes horribles présentant les mêmes caractéristiques, nées la même saison de la même année dans le même pays, existent par coïncidence. Petit-fils possible de l'auteur original. Commençons par la chose la plus simple, pourquoi je poste ceci. Il y a quelque temps, une histoire est apparue ici à propos d'un homme qui est resté là et a presque laissé sa femme tuer leur fils. Très mérité, si je me souviens bien, et cela a beaucoup circulé sur des chaînes YouTube qui lisent des posts Reddit. J'ai laissé un commentaire parce que beaucoup de détails de ce post correspondaient presque exactement à la description de mon père, avec quelques différences qui pourraient être ses mensonges pour se faire mieux paraître. Je n'ai jamais eu de réponse de l'auteur, mais j'ai reçu beaucoup de messages de gens demandant plus de détails, etc. Je vais changer certaines choses et omettre nom et lieu puisqu'ils pourraient finir par me rattacher, et je ne veux pas ça. J'ai eu une bonne enfance jusqu'en 2002, quand ma mère est morte d'un cancer. Ma grand-mère est morte un mois plus tard d'une insuffisance cardiaque, et les services sociaux américains m'ont enlevé de là pour me confier à mon père biologique, car j'avais 2 frères aînés qui ne voulaient tout simplement pas me prendre. Tout allait bien pendant environ 6 mois, car il avait joué la comédie devant les services sociaux, assez pour qu'il n'effectue pas de visite de suivi. En 2003, mon père m'a cassé le bras droit avec un poteau de clôture en métal. Comme il n'y avait plus de visite de la CPS, les sévices ont empiré. Il m'a battu avec des annuaires téléphoniques, m'a écrasé des cigarettes allumées sur le dos, les épaules, le bras et la main, et pendant des mois sans école il m'a battu jusqu'à me faire perdre connaissance. Il faisait de la méthamphétamine, vendait de la drogue, consommait, n'avait pas de dents et pas de vrai travail. Si vous ne comprenez pas pourquoi quelqu'un utiliserait un annuaire pour vous battre, c'est parce que ça répartit l'impact sur une surface suffisamment large pour ne pas laisser de bleus évidents.
Je n'avais droit qu'à de la soupe pendant tout le temps où j'ai vécu là, une seule boîte par jour. J'ai pris des cours supplémentaires à l'école pour rester plus longtemps loin de la maison et utiliser les repas scolaires comme ma vraie source de nourriture. J'ai obtenu mon diplôme avec mention et une récompense présidentielle 2 ans plus tôt, en 2007, et j'ai menti pour quitter la maison en disant que j'allais à l'école alors que j'allais en fait travailler pour économiser et partir. Mais les plans ne se déroulent pas toujours comme prévu. Il a découvert mon mensonge et m'a volé toutes mes économies, m'a forcé à quitter mon travail, et m'a enfermé dans le garage jusqu'à ce qu'il n'ait plus d'argent. Beaucoup demandent pourquoi je n'ai appelé personne, il ne me permettait pas d'avoir de téléphone, et il n'y avait pas de téléphone dans la maison. Finalement il a réalisé qu'il pouvait me forcer à travailler mineur, et comme je ne pouvais pas ouvrir un compte bancaire sans pièce d'identité, acte de naissance ou autre document, il pouvait encaisser mes chèques et avoir un accès total à l'argent. Il m'a autorisé à sortir à nouveau. J'ai essayé de m'enfuir plusieurs fois, mais loué la rigueur des forces de l'ordre, qui m'ont ramené chez lui plusieurs fois, et cela s'est généralement terminé par du waterboarding ou des coupures peu profondes au couteau. Un peu plus d'1 an a passé et j'ai réussi à économiser à 16 ans pour boire en espèces pour me sentir en sécurité de partir, et mon 18e anniversaire était dans une semaine, ce qui voulait dire que je devais survivre seul une semaine, puis une déclaration de fugue serait traitée comme la disparition d'un adulte. J'ai fait mes bagages, et alors que je me préparais à partir tôt le matin, je me suis retourné, et il était là, avec une batte de baseball en métal à la main. Le premier coup m'a fait sortir l'œil droit de son orbite. Le deuxième m'a fracturé l'articulation de la mâchoire. Le troisième m'a cassé 2 côtes du côté gauche. Le quatrième m'a fracturé la hanche. Le cinquième m'a brisé le genou gauche. Le sixième m'a cassé toutes les dents de devant et le nez. Le septième m'a brisé l'épaule droite, et au huitième j'ai réussi à attraper la batte, ce qui m'a explosé 3 articulations de la main droite, cassé le pouce et déboîté l'auriculaire. J'ai laissé tomber mes affaires et j'ai couru vers la porte pour m'enfuir. Si vous n'avez jamais été dans la maison d'un drogué, vous ne le savez peut-être pas, mais ils ont souvent 8 verrous sur la porte d'entrée et 2 sur la porte arrière, alors je suis sorti par derrière. Les plaies à la tête saignent beaucoup, alors que je courais, laissant du sang partout, avec mon œil pendu hors de son orbite et une douleur insoutenable, j'ai glissé sur le carrelage de la cuisine, renversant une poêle sur la cuisinière qui contenait du bœuf haché et de la graisse brûlante. Je me suis gravement brûlé, et alors que j'essayais de me relever et de sortir, mon père m'a sauté dessus. Il m'a poignardé 17 fois, et pendant qu'il me disait que je ne sortirais jamais vivant, j'ai réussi à attraper la poêle et à lui briser la nuque avec. Cette image me hante encore aujourd'hui, et j'ai des cauchemars qui m'empêchent de dormir. Je me suis traîné hors de dessous lui, je suis sorti par la porte arrière, j'ai marché jusqu'à la maison d'un nouveau voisin à un pâté de maison de là et j'ai sonné. Je suis mort sur leur perron avant qu'ils n'ouvrent la porte. Je suis mort dans l'ambulance, en route vers l'hôpital. Je suis mort à l'hôpital, et encore 3 fois pendant la chirurgie. J'ai été autorisé à sortir de l'hôpital 4 mois après mes 18 ans, avec une facture médicale qui s'élevait initialement à $1 million. Sans pièce d'identité, sans aucun document, sans aucun parent vivant, je me suis retrouvé dans la rue, sans argent. J'aurais pu déclarer faillite, mais cela aurait été catastrophique pour quelqu'un qui venait tout juste d'avoir 18 ans. Alors j'ai travaillé avec l'hôpital, et ils ont réussi à ramener la dette à $181 765,53. Finalement, j'ai réussi à régulariser mes papiers, et j'ai commencé à travailler à 3 emplois au salaire minimum pour rembourser ma dette hospitalière. J'étais sans abri tout ce temps, car la plupart des appartements refusaient de louer à quelqu'un avec une dette aussi énorme. Il m'a fallu 10 ans, mais j'ai remboursé jusqu'au dernier centime. Aujourd'hui, j'ai mon propre appartement et un emploi correct, même si j'ai l'air d'avoir perdu un combat contre les lames d'une tondeuse à gazon en marche, et perdu aussi brutalement que vous pouvez l'imaginer. On m'a diagnostiqué un syndrome de stress post-traumatique, PTSD, et une dépression, mais honnêtement, peu d'adultes avancent dans la vie sans avoir au moins l'un des deux, sinon les deux. Enfant, je voulais être enseignant, mais j'ai trop l'air effrayant, j'ai des cicatrices, des brûlures, et un œil clairement artificiel, et ma mémoire est trop endommagée par les traumatismes crâniens pour le faire. Je n'ai plus de filtre, et tout ce que je dis est la vérité telle que je la vois. Je ne peux plus mentir en personne, car si je m'arrête pour réfléchir à ce que je vais dire avant de parler, je me mets à bégayer tellement qu'il me faudrait 1 heure pour commander chez McDonald's. Heureusement, mon employeur actuel considère cela comme un atout, je lui dis quand il fait des erreurs. Je ne peux pas avoir d'enfant, je n'ai aucun parent vivant, et je ne vais pas raconter l'histoire de mes frères aînés parce qu'elle est déprimante, et honnêtement, dicter tout cela à Google via la reconnaissance vocale a déjà déclenché assez de souvenirs traumatiques. Les gens me demandent aussi pourquoi j'ai choisi ce pseudonyme, Lucifer Himself 666, pour presque tout ce que j'ai en ligne, surtout les religieux que ça offense. La réponse est dans l'histoire que je viens de vous raconter, je suis celui qui a été rejeté et méprisé par son père, donc ça colle parfaitement. Pour être clair sur le plan légal, quand j'ai été jugé pour le meurtre de mon père, j'ai été déclaré non coupable, et il a été reconnu que c'était de la légitime défense, selon les preuves médico-légales. La seule raison pour laquelle il y a eu un procès, c'est que sa petite amie édentée de l'époque a affirmé que c'était moi qui l'avais attaqué en premier.
Elle a commodément disparu de la surface de la Terre avant même que je reprenne connaissance à l'hôpital. Et comme m'a dit la police, dans une grande ville, retrouver une toxicomane, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Je crois que c'est tout, je suis épuisé. Je vais juste corriger l'orthographe et m'assurer que la reconnaissance vocale de Google n'a rien déformé, puis je vais dormir.